Bienvenue au Tête-à-Tête. Je suis Geneviève Carlefebvre et je serai votre hôte. Le Tête-à-Tête est une série de vidéos en français enregistrées ici dans le studio de la Société francophone de Maillardville par la Tri-Cities Community Television. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se trouve sur le territoire traditionnel ancestral et non cédé de la Première Nation Coquitlam. Nous les remercions de continuer à vivre et prendre soin de ces terres, ces eaux et tout ce qui s'y trouve. Aujourd'hui, pour notre première entrevue, je suis avec Joanne Dumas. Joanne est la directrice de la Société francophone de Maillardville et également la directrice artistique de la Société francophone de Maillardville. Bienvenue, Joanne. Merci, bonjour. Première question pour toi, Joanne, aujourd'hui. Je veux que tu me parles un petit peu. On peut se dire tu? Oui, oui, hein? Oui, OK. Parle-moi de l'histoire de Maillardville. Bon, alors Maillardville, c'est une communauté, ce n'est pas une ville. C'est vraiment un quartier situé à Coquitlam. Coquitlam étant une banlieue de Vancouver. On est situé peut-être à 25 km à l'est de la ville de Vancouver. Alors, c'est très urbain. On a un métro, on a tout ça. Alors, c'est un endroit où il y a environ 150 000 personnes qui y vivent. Évidemment, Maillardville a eu ses débuts en 1909 avec une communauté qui s'est formée grâce à des familles qui sont venues de la région du Québec et de l'Ontario, principalement de la région de Sherbrooke et de Gatineau, qui sont venus travailler ici dans un moulin à scie qui s'appelait le Western Lumber Company, qui était d'ailleurs un des plus gros moulins à scie qui existait de l'Empire britannique. C'était vraiment très gros pour le moment, là, évidemment. Mm-hmm. Et puis, alors, ces familles-là sont venues s'installer ici pour travailler dans l'industrie du bois, principalement parce que, justement, les travailleurs du Québec, l'industrie du bois au Québec est de grande importance, tout comme elle est ici en Colombie-Britannique. C'est encore la même réalité. Ce sont les deux provinces au Canada qui ont le plus d'industrie forestière. Alors, on a sollicité des familles à venir ici. Il y a eu environ 200 familles qui sont venues en 1909 et 1910. Et puis là, s'est formée une communauté qui s'appelait Frenchtown, parce que c'était principalement, évidemment, des francophones qui sont venus. Et à leur venue, quelques années après, il y a évidemment, première chose que tout bon Canadien français fait, on construit une église. Alors, la première paroisse de la région s'appelait la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Et le premier prêtre de la paroisse, qui était un oblat, qui était originaire de la France, de Cancale, dans le nord de la France, qui est venu, c'était le père Edmond Maillard. Alors, c'est à cause de lui que, pour l'honorer, malgré le fait qu'il restait à peine 2 ans, on a appelé le quartier Maillardville pour honorer le père Maillard. Alors, c'est ça les débuts de notre communauté. Maintenant, Joanne, veux-tu nous parler de l'histoire de la Société francophone de Maillardville? Alors, la Société francophone de Maillardville a maintenant 40 ans cette année. Alors, ça a été une année de célébration, bien sûr. C'est une société qui a été créée pour valoriser le fait francophone de la région, mais aussi, en quelque sorte, pour nous rassembler. Il y avait à ce moment-là environ, il y a eu jusqu'à 13 ou 14 associations, petites associations ici dans la région de Maillardville qui avaient été créées. Et puis, on a choisi de créer la Société francophone de Maillardville qui, autrefois, s'appelait Société Maillardville Unie pour regrouper tous ces regroupements-là et nous amener à pouvoir se joindre à notre Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, qui, elle, a environ 75 ans maintenant, là. Alors, évidemment, pour ne pas envoyer 13-14 associations aux rencontres de la Fédération, voilà pourquoi on a créé notre société à nous pour regrouper tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a vu le jour à Maillardville, de la Société francophone de Maillardville. Et puis, avec le temps, c'est devenu, il y a eu de moins en moins de petites associations. Il y en demeure peut-être 3-4. On a la Société du foyer Maillard, on a la Société Napoléon Garot qui regroupe les élèves et les parents
francophones de l'École des pionniers de Maillardville. Il y a les Échos du Pacifique, bien sûr, notre chorale locale. La chorale, oui. Et puis, c'est ça. On a 3 associations qui existent toujours maintenant au sein de Société francophone de Maillardville. Mais ce qu'on a de différent maintenant, c'est que dans le temps, on ne regroupait que des associations. Mais maintenant, c'est un membership et associatif et un membership individuel. Alors, les gens peuvent devenir membres de notre société et prendre part à nos activités et contribuer de leur façon au mouvement. Maintenant, quels ont été les obstacles que la société a été confrontée pour préserver la culture française ici dans les Tri-Cities? Je pense que le plus gros défi, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est toujours aussi trouver le financement pour maintenir un espace physique, pour qu'on ait pignon sur rue, pour que les gens puissent continuer de nous visiter et de participer. Alors ça, c'est toujours le nerf de la guerre, non seulement pour Maillardville, mais pour n'importe quelle société francophone en milieu minoritaire. Vous savez, c'est pas aussi facile parce que justement, les Français, il n'y en a pas partout. Alors, pour regrouper les francophones qu'on a dans notre communauté, et sachant que nous, oui, on est dans le Tri-Cities, définitivement, mais ça va un petit peu au-delà de ça à cause de l'espace physique qui existe. Alors, on essaie de représenter surtout les francophones issus des mêmes régions que le conseil scolaire représente. Alors, pour nous, c'est le Tri-City, bien sûr, Coquitlam, Port Coquitlam et Port Moody. Et bien sûr, on rajoute juste l'autre côté de la rivière, Pitt Meadows et Maple Ridge. Alors, ça, c'est vraiment le secteur, mais c'est un défi. Juste la distance aussi, c'est un défi. Alors, de maintenir une adresse, d'avoir un petit centre, avoir quelque chose où les gens se sentent chez eux. Alors, ça, c'est important. Depuis quelques années, on a dû déménager. Alors ça a été un peu... on s'est retrouvé dans un espace situé à un 2e étage. Alors ça, c'est un peu un défi. Et pour nos aînés et pour les jeunes, parce que les familles qui arrivent avec des pousse-pousse, monter les marches, il n'y a pas d'élévateur ici, c'est un peu difficile. Mais enfin, on continue de travailler très, très fort pour obtenir un centre à nous. Alors, en espérant que ça se fera dans les quelques années qui suivront. Puis là, d'avoir un espace qui est vraiment très accommodant pour tous et toutes. Alors, ça, c'est les défis. Les espaces, c'est toujours ce qui est difficile, le nerf de la guerre, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que les francophones ont joué un grand rôle en politique en Colombie-Britannique avec les années? Malheureusement, non. Et puis, je dois dire que ça aurait probablement fait une différence. Il n'y a pas de doute, quand on regarde des communautés comme Saint-Boniface, en banlieue de Winnipeg, le fait qu'il y ait des francophones qui sont liés de quelque façon que ce soit à la politique municipale, provinciale ou fédérale, ça fait toute la différence. Eux, ils en ont des beaux centres communautaires, puis ils en ont des installations où on peut faire valoir les arts et la culture francophone. Exemple, on a un théâtre magnifique qui a été construit à Saint-Boniface, le théâtre Molière qui a été construit. Tu sais, c'est un espace magnifique. Ici, ben, si tu n'as pas le pouvoir politique derrière toi, ça fait une différence. On a un maire à Coquitlam qui est M. Richard Stewart, qui est anglophone, mais qui est aussi francophone, sa maman étant une native d'ailleurs de Saint-Boniface, alors au Manitoba. Alors ça, c'est un des avantages qu'on a, mais peut-être qu'il faudra en avoir beaucoup plus d'élus francophones pour faire une vraie différence. En tout cas, on espère qu'à sa façon, M. le maire pourra aussi nous aider à faire une différence au sein de notre communauté, il n'y a pas de doute. En effet, ça l'aide toujours. Hein? Oui, absolument. Exactement. Cette année, on célèbre le 35e Festival du Bois, anniversaire du Festival du Bois. Est-ce que tu veux nous parler de ce qui se passe cette année, les dates, puis à quoi s'attendre? Bien, cette année, en 2024, on célébrera 35 ans d'existence du Festival du Bois. Alors ça, c'est quand même assez... c'est quelque chose. Significatif. Oui, oui, oui. Et puis, disons que le festival a grandi beaucoup au cours des ans.
c'est quand même l'événement majeur de la francophonie franco-colombienne, il n'y a pas de doute. Je veux dire, c'est un gros événement, c'est un événement qui demande beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, on est chanceux parce que les gens continuent d'être au rendez-vous. Et puis là, avec 35 ans, mais c'est certain on fait un clin d'œil à toutes ces belles années-là de gens impliqués, de bénévolat. Vous savez, je pense que le Festival du Bois a vraiment maintenu l'âme de Maillardville. Parce que je pense que sans le festival, Maillardville peut-être aurait tranquillement, pas vite, serait disparu. Mais Maillardville a maintenu sa force à cause de l'événement qui, à chaque printemps, vient ramener l'énergie de la francophonie et des belles traditions canadiennes-françaises. Alors ça, pour ça, ça a été gagnant pour nous. Cette année, comme on fait à chaque 5 ans, on fait un petit coucou à l'Acadie. À chaque 5 ans, il y a un événement qui s'appelle le Congrès mondial de l'Acadie, qui se tient un peu partout en Acadie. Alors, ça être en Louisiane, ça peut être en Nouvelle-Écosse. Je veux dire, la fête se promène à chaque 5 ans. Cette année, c'est en Nouvelle-Écosse. Ils reviennent en Nouvelle-Écosse. Et puis, à chaque 5 ans, on invite surtout des artistes venant de cette région-là, de l'Acadie. Alors, l'Acadie, pour nous, étant bien plus que seulement l'Est du pays, mais aussi la Louisiane. Alors, on a des musiciens de la Louisiane qui seront là cette année. Et puis, on veut mettre vraiment l'avant-plan, tu sais, je veux dire, on veut qu'on se souvienne de l'importance du peuple acadien. Vous savez, les Acadiens, c'est des gens qui ont un cœur gros comme ça. C'est des gens qui se sont battus et qui continuent de le faire. C'est un exemple pour les Canadiens français, les Acadiens. C'est vraiment une inspiration parce que c'est des gens qui ont maintenu leur culture, ont maintenu leur savoir-faire, puis leur volonté de continuer de garder l'identité. Puis ça, pour moi, ben, c'est important. Et puis, il y avait une chanson d'Angèle Arsenault qui parlait que l'étoile acadienne brille pour tous les Acadiens. Puis je pense que je vous dis ça, puis j'ai un peu le frisson. Oui, moi aussi. Parce que j'espère que cette étoile-là nous rejoint, nous autres aussi, les Franco-Colombiens, ainsi que tous les autres francophones du Canada français en situation minoritaire. Donc, on va trouver un pavillon acadien au festival cette année ou qu'est-ce qui va se passer? Ou ben non. Ben, l'Acadie se promène un peu partout au festival. Alors, il n'y a pas un pavillon spécifique. C'est certain qu'on va avoir des gens qui vont être là pour parler de l'historique de l'Acadie et de toute leur histoire. Mais ça va être de la musique, ça va être des activités, ça va être plein de choses. On essaie aussi d'arriver avec un peu peut-être un plat typiquement acadien qu'on veut ramener. Puis, habituellement, on essaie de le faire à chaque année. Ça dépend là, alors, ça peut être de la poutine râpée, comme ça pourrait être des ploys, comme on appelle. Oh, des ploys. J'ai pas encore goûté ça. Oui, c'est fait. C'est comme des crêpes de sarrasin jaune. OK. C'est vraiment bon, puis c'est mangé, roulé, là. Alors, c'est quelque chose d'assez... Mais c'est typique acadien, des ploys. Alors, puis peut-être qu'on fera un petit clin d'œil à la Louisiane avec un plat louisianais, quelque chose, là. Mais on travaille là-dessus, là, présentement. On est en train de développer des idées. On va encore faire un petit clin d'œil ou bien on va toujours avoir les métis qui vont être là cette année, toujours. Hein? Oui. Oui. Bien sûr, je pense que c'est important pour nous, c'est un partenaire important pour nous, le North Fraser Métis Association. C'est des gens qui travaillent avec nous maintenant, ça fait presque 10 ans, mais à la grandeur que c'est présentement, ça fait 3 ans qu'on le fait comme ça, qu'on a créé un espace qui s'appelle le village métis, l'expérience du village métis. Alors, toutes sortes de choses relatives à la nation métisse sont présentées, que ce soit de la musique, de la danse, des arts plastiques, la langue. On apprend même aux gens qui veulent venir à parler le Michif. Le Michif étant la langue, le dialecte de la nation métisse. Alors, on essaie de vous montrer des mots puis des expressions typiquement, comme merci en Michif. Michif étant le dialecte de la nation. C'est marci, pas merci, mais marci. Marci, OK. M-A-R-C-I. Alors, il y a plein de mots parce qu'il y a beaucoup d'influences francophones.
dans cette langue-là, le Michif. Alors, on essaie de démontrer ça aux gens et puis les faire pratiquer, peut-être se former une belle petite phrase en Michif, puis partager ça avec des amis. Mais je pense que c'est important, c'est très enrichissant aussi. On a, je pense, avec toute la réalité présente qui existe autour des peuples métis et des peuples des Premières Nations, souvent, je pense que, bien malheureusement, les Michifs qui sont quand même plus près de nous à cause des mariages qui étaient des mariages entre les Premières Nations et des Européens, et principalement étant des Les Français. francophones. Alors, c'est pour ça qu'on a senti qu'il y avait une certaine façon de rapprochement plus facile avec la nation métisse. Alors, on travaille avec eux, c'est super le fun, ils sont vraiment, vraiment créatifs et puis sont très, très fiers de pouvoir être là. Et puis, on a toujours du plaisir, on fait du bannock, on fait l'espèce de Ah oui, le galette là, qu'ils bannock. font. Oui, oui, c'est très bon. La bannique qu'on dit en français, c'est Ah, ça, bien sûr. Et puis, alors on en sert, puis c'est vraiment agréable. Puis je pense juste la danse et la musique, juste de jouer, vous savez, les métis ont une façon bien à eux pour jouer le violon. Il y a vraiment une technique qui existe au sein des peuples métis, du peuple métis, comment jouer le violon, parce que eux, ils n'avaient pas le droit de faire de musique. Alors, la façon qu'ils jouaient, ils sautaient des notes pour, comme un peu raccourcir l'affaire, mais pour aussi, c'est comme dans certains pays, même dans le nord du Canada, il y a le peuple autochtone du Nunavut qui, eux, jouent de l'accordéon d'une façon différente des autres, puis ils jouent toujours de l'accordéon très bas. Ils tiennent l'accordéon très bas parce que quand on les voyait à travers les fenêtres, si on voyait l'accordéon, bien sûr, les boss du village, dans ce temps-là, ne permettaient pas aux Autochtones de jouer l'accordéon. Alors, ils cachaient leur accordéon, tu ne le voyais pas. Fait que les fenêtres n'étaient pas ouvertes, alors on laissait... mais il l'entendait? mais peut-être pas, la fenêtre était fermée. Ah, Fait que, tu sais, ils essayaient des trucs comme ça pour pas être vus. Alors, je sais que même dans certains pays africains, on fait ça. L'accordéon se joue dans certains pays africains, puis on ne penserait pas, mais c'est un instrument qui est joué. Puis aussi, ils devaient cacher pour pas que on voit qu'ils jouaient puis qu'ils faisaient de la musique. Fait que c'est ça, fait qu'il y a plein de petites choses comme ça que je trouve intéressantes. Puis les métis n'ont pas été exclus. Eux aussi, ils trouvaient des façons. Puis pour danser, quand vous regardez de la danse métisse, si tu n'as pas remarqué, Geneviève, tu iras voir ça cette année. Quand ils font de la danse, c'est surtout les pieds qui bougent, c'est jamais le haut du corps. Parce qu'encore une fois, puis ils ont des jeux de pieds là, incroyables, les danseurs métis, parce que c'est ce qu'ils ont dû vraiment mettre l'emphase dessus. Parce que si on voyait leurs bras bouger, ben là, les prêtres, puis tout ça auraient dit oh, sacrilège, ils sont en train de danser. Alors, comme ça, ils dansaient, mais c'est juste les pieds, fait que tu ne voyais pas leur corps bouger. C'est juste les pieds, le bas du corps qui bougeait. Alors, c'est toutes des petites choses qu'on ne réalise pas, mais que des fois, la discrimination a fait que ces gens-là ont créé une façon bien à eux, là, pour continuer quand même d'exister puis d'avoir du plaisir quand même. mais c'est vraiment le fun d'entendre parler de tout ça. J'y étais à plusieurs éditions du festival. L'année passée, même, il y avait un gros pavillon parce qu'on avait vraiment mis l'accent sur eux l'année passée. C'était super beau. Également, leur travail. Puis on le sait là, qu'ils travaillent bien, mais quand tu vas vraiment voir, puis il y avait des articles, des choses qui dataient de des années. C'était vraiment intéressant à voir tout ce qu'ils peuvent faire. Ça, je sais que le festival, c'est vraiment la grosse activité de la Société francophone de Maillardville. Mais autre que le festival, qu'est-ce qui se passe ici à travers les saisons? Mais à travers les saisons, évidemment, il y a plein d'activités différentes. Il y a des célébrations qui sont des incontournables. On a la fête de Maillardville, on fait des fêtes à Noël. Enfin, comme la plupart des activités qui se tiennent dans toutes les sociétés francophones partout au pays, là. Il y a évidemment des activités qu'on fait éducatives. On offre des cours de français. Il y a des petites formations. On a des dossiers aussi et des activités vouées à nos aînés et à nos jeunes. Avec les jeunes, c'est surtout avec l'école qu'on va travailler, l'école régionale francophone, qui est l'école des pionniers de Maillardville, qui est située à Port Coquitlam,
pour nous, c'est important de continuer de travailler avec eux. Je veux dire, c'est la relève francophone. C'est nos jeunes, c'est ces gens-là qu'on veut qui, un jour, seront peut-être assis ici à jaser puis à parler de l'historique et de ce qui se passe ici. Puis je pense que quand on parle, tout à l'heure, je vous parlais justement d'avoir un espace bien à nous, même malgré le fait qu'on ait une communauté qui est là depuis 1909, on n'a toujours pas un espace bien à nous, vraiment un centre francophone. Mais je veux dire, c'est vraiment important d'avoir cette réalité-là. Alors, au cours des ans, ce qu'on fait, mais on essaie de faire des levées de fonds, des choses comme ça pour travailler vers ce but-là, de pouvoir avoir notre endroit à nous, notre maison à nous, là, où notre culture et notre langue pourra continuer, non seulement pour les francophones, mais aussi pour n'importe quelle autre culture qui veut se greffer à notre réalité, puis qui est intéressée par le fait francophone du Canada et d'ailleurs. Parce que la francophonie d'ici maintenant, c'est plus seulement des francophones issus du Canada. C'est aussi des gens de l'immigration. C'est super important parce que c'est la façon qu'on va pouvoir, au cours des ans, renflouer aussi notre francophonie. Puis moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a des saveurs différentes qui se sont rajoutées, là. Puis saveurs, c'est pas juste au sens de la nourriture, c'est vraiment toutes les saveurs, la danse, la musique, les coutumes, toutes ces choses-là. Alors, on travaille très fort à essayer de ramener ces gens-là vers nous, de quelque façon qu'on puisse le faire. Disons que on sent que la pente, on commence à la remonter post-COVID. C'est sûr que COVID a vraiment causé des problèmes, non seulement à Maillardville, mais pour tout le monde dans le monde. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, de ramener les gens, de recréer des activités, d'amener un intérêt, des intérêts additionnels à notre réalité, c'est difficile. C'est difficile aussi de recruter du personnel. C'est un des gros défis qui n'est pas unique à Maillardville, c'est partout où on se retrouve devant cette situation-là. Mais j'ai confiance que tranquillement, pas vite, les choses reviennent. Et puis les gens, moi je sais pas, moi je sais que dans mon cœur à moi, je ressens, je discutais de ça avec un ami aujourd'hui, je ressens que on revient à la sincère réalité de vouloir être entre amis, puis de se voir parce qu'on a été pendant presque 2 ans qu'on se voyait pas, qu'on se fréquentait pas. Puis là, je pense que les gens ont le goût de revenir. Alors ça, c'est de travailler à peaufiner une programmation qui va plus les rejoindre maintenant. Alors, le défi est de taille, mais c'est correct. Tu sais, je veux dire, on était petits, on en a vu d'autres. Hein, fait que on est capable d'aller de l'avant comme ça. Joanne, mes enfants vont à l'école des pionniers de Maillardville, l'école qui n'est pas tellement loin d'ici, comme que tu disais tantôt là, à Port Coquitlam, ici dans les Tri-Cities. À l'école, présentement, on a une capacité de 500 élèves. On a plus de 700 élèves parce qu'il y en a des francophones. Je sais qu'ils viennent d'ouvrir une nouvelle école à Burnaby. Donc, il y a certains enfants qui vont aller plus proche de chez eux. Donc, moi, c'est ce que je vois de tous les jours avec mes enfants. Mais parle-nous également là, de l'école, les francophones, puis c'est quoi la démographie de les Français, les francophones, les francophiles autour de nous ici? Mais je pense qu'avec tes enfants qui sont à l'école régionale des pionniers de Maillardville, qui vont là, je pense que tu as bien vu, c'est une école extrêmement multiculturelle. Oui. Il y a environ des francophones issus d'environ 49 pays différents à l'école des pionniers, si les chiffres, si je me souviens bien des chiffres. En tout cas, c'est dans la quarantaine. Il y a au-delà de 40 pays différents représentés de la francophonie à l'école internationale à l'école des pionniers de Maillardville. Oh, wow, hein? Alors ça, c'est très significatif. Moi, je trouve que c'est génial parce que les enfants ont l'opportunité d'être touchés par différentes cultures, différentes coutumes. Moi, j'aime ça, en tout cas. Je trouve ça intéressant parce que j'ai pas grandi, moi. J'ai grandi à Montréal, j'ai pas grandi dans un quartier où il y avait 49 différentes nations de représentées, là. Alors, ça, je trouve que pour les jeunes, ça fera ça fera une jeunesse francophone beaucoup plus ouverte sur le monde.
Alors moi, je trouve que c'est important pour nos jeunes. Moi, mes petits-enfants vont à la même école que tes enfants. Alors pour moi, c'est important, ces choses-là. Mais aussi, je pense que quand on regarde non seulement la démographie qui est là, mais quand on regarde les chiffres aussi. Les derniers statistiques qui ont été préparées par Statistique Canada il y a quelques années démontrent que définitivement, notre francophonie ici en Colombie-Britannique grandit. On a vraiment augmenté. La région du Tri-City a augmenté et est probablement une des régions qui a eu la plus grosse augmentation de nouveaux francophones. Alors ça, c'est bon, c'est important, parce que c'est une communauté qui va continuer d'exister, puis non seulement qu'elle va exister en elle-même, la francophonie, mais elle a un impact sur les gens qui ne sont pas des francophones. Alors, il y a une plus grande acceptation du fait francophone qui se crée. Vous savez, la Colombie-Britannique, c'est surtout la grande région de Vancouver, c'est vraiment une province où le multiculturalisme est très important. Je veux dire, c'est ce qui est de l'avant-plan. Les communautés ne sont pas seulement issues d'une région ou de deux régions. Moi, quand je suis arrivée ici, il y a presque 30 ans maintenant, tu avais beaucoup d'anglophones, bien sûr. Il y avait des francophones, donc des Canadiens. Mais l'immigration était issue principalement de la Chine et de la Corée. Mais il n'y avait pas beaucoup de gens issus de l'Afrique. Il n'y avait pas beaucoup de gens issus d'autres pays de l'Asie du Sud. Maintenant, on a beaucoup de gens de la région justement de l'Inde. On a des gens qui sont du Moyen-Orient, beaucoup plus. On a des gens de l'Iran, de l'Irak, enfin de beaucoup de pays qui aussi, certains d'entre eux parlent français et sont intéressés. Puis même s'ils ne parlent pas le français, ils sont intéressés par le français et la culture. C'est là que Festival du Bois devient important, c'est que ça démontre vraiment une certaine tranche de la population d'origine canadienne. On peut démontrer à tous ces gens-là d'un peu partout dans le monde l'importance de qu'est-ce que la culture était pour nous. Alors, je pense que ça démontre aussi la force de caractère des Canadiens français de pouvoir continuer d'exister puis de partager toute cette réalité-là. Il faut dire qu'on a eu beaucoup d'aide, puis ça, je vais vous faire rire un peu avec un certain mets du Québec et la poutine, hein? Fait que la poutine, c'est devenu quelque chose que tout le monde connaît. Oui. Puis c'est pas juste une histoire de Québécois puis de francophones. La poutine, même maintenant, on en vend aux États-Unis. Alors, c'est intéressant et moins intéressant si on n'aime pas la poutine, là. Mais je veux dire, c'est intéressant de voir que ça fait partie d'une réalité vraiment canadienne. Alors, quand on entend, j'ai vu une émission, d'ailleurs, je pense que c'était une des émissions le soir là, avec Jimmy Kimmel, quelque chose comme ça, qui parlait justement avec quelqu'un, un Canadien qui était invité, un artiste canadien, puis qui a parlé de la poutine. Puis le gars savait, Jimmy Kimmel savait c'était quoi de la poutine. Alors ça, c'est intéressant. Mais tu sais, on rit des fois, oui, il ne faut pas dire, ben c'est notre gloire, c'est la poutine, bien sûr. Mais disons que ça aide à rendre les gens plus curieux de savoir c'est quoi ça, puis ça vient d'où. Puis si les gens, juste à cause de ça, là, réalisent qu'il y a une communauté francophone au Canada d'importance, un peu partout, ben moi, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est gagnant pour nous, il n'y a pas de doute. Joanne, ma dernière question pour toi est que, à travers le temps, en tant que francophone ou francophile, pour continuer à vivre en français, il y a des efforts à faire. Je te donne un exemple. Mes enfants veulent faire partie des scouts. Donc, moi, j'ai décidé que mes enfants étaient pour aller dans les scouts francophones. C'est sûr qu'il faut que je conduise un petit peu plus loin pour aller aux scouts francophones. Donc, il faut faire des efforts parce qu'on veut que nos enfants continuent à vivre en français. Donc, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu penses est-ce que les gens autour de nous ils font encore beaucoup d'efforts comme ça? C'est quoi ton observation ici autour de nous, à Maillardville ou dans les Tri-Cities? Je pense que quand on vit en milieu minoritaire comme nous, c'est très facile de souvent se retrouver dans une situation où on va être tenté des fois de dire des choses en anglais plutôt qu'en français. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans des relations
où un membre du couple est anglophone, l'autre est francophone. Alors, c'est des grandes décisions qu'il faut prendre. Moi, je regarde ma fille, elle est francophone, mariée avec un anglophone. Elle pourrait toujours parler anglais tout le temps, tout le temps, tout le temps à la maison. Elle est bilingue. Lui, il l'est pas, mais elle l'est. Mais elle fait un effort additionnel, justement, pour que ses enfants puissent parler français. Ma fille a l'avantage qu'elle est un prof d'immersion française, alors pour elle, le français, c'est très important. Mais je pense qu'il faut vraiment faire un effort additionnel. Vous savez, l'exemple, moi, le seul exemple que je peux donner, je connais plein de gens de mon âge, de mon groupe d'âge, qui ont élevé des enfants, puis que les enfants parlent à peine français maintenant, puis même quand ils sont en famille, ils ne parlent plus français. Et puis moi, c'est une chose que j'ai travaillé très, très fort tout au long de la jeunesse de mes enfants pour leur mettre dans la tête que c'est en français qu'on parle dans la maison. Puis quand mes enfants me parlaient en anglais, je les regardais et je disais, je m'excuse, j'ai rien compris. Puis là, mes enfants me disaient, oh, maman, tu comprends, voyons donc. Puis je pense que j'ai donc bien fait d'avoir fait ça. Parce qu'aujourd'hui, mes deux enfants ont des enfants. Tous les deux parlent français à leurs enfants. Moi, mon fils, je n'ai jamais entendu mon fils parler anglais à son enfant qui a maintenant 13 ans. Jamais je l'ai entendu parler anglais. Et puis ça, c'est une chose que je pense que je les ai inculqué, l'importance de la langue, de la culture et de le faire fièrement. Puis je regrette pas, des fois, ça a causé des petits problèmes dans notre famille là, de ne pas vouloir parler anglais à la maison, mais c'est de valeur, hein, mais c'est comme ça. Puis je suis contente parce qu'aujourd'hui, même étant des adultes avec des enfants eux-mêmes, je veux dire, si ma fille est à la maison avec son mari, puis qu'on cuisine, je ne vais pas parler anglais à ma fille puis lui dire oh, give me the bag of flour or give me the butter. J'ai pas besoin de dire ça, c'est pas lui qui le fait le gâteau avec moi, là, c'est elle. Alors, on continue de parler français. C'est bien certain que si on était assis à la table à manger ensemble, bien, tout le monde parle la langue que tout le monde comprend, on va parler anglais. Ça, c'est certain. Mais même à ça, il n'y a jamais ce malaise-là qui existe dans ma famille. On s'est toujours assuré que justement, on mettrait jamais quelqu'un dans l'embarras parce qu'il ne parle pas la langue de l'autre. Mais qu'on allait faire un effort pour continuer de parler français chez nous et entre nous. Parce que, je veux dire, c'est si facile quand tu es en minorité de tout perdre. Puis je suis contente d'avoir fait ça, parce que, puis un exemple qui était drôle, quand mon fils, quand sa femme était enceinte, j'avais dit à ma fille, Gabrielle, est-ce que tu penses que Edward va parler français à son enfant quand il sera né? Puis ma fille m'avait dit, ben oui, maman. J'ai dit, mais comment tu fais pour savoir ça? Elle m'a dit, il parle français au chien. Ah! Fait que, tu sais, ton chien, c'est ton petit animal. Oui, Tu oui. t'en Ça fait occupes. partie de la famille. Ça fait partie de la famille. Oui, oui. Puis c'est là que j'ai compris que la famille, on avait vraiment mis dans notre cœur que nous, on était des francophones. Puis je vous dis ça, puis j'ai le frisson quand je pense, là, parce qu'elle avait raison. Puis c'était mission accomplie. Puis je suis contente de ça, puis j'espère du fond de mon cœur que mes petits-enfants feront eux-mêmes aussi. Qu'eux aussi vont vouloir continuer de parler français, puis qu'ils ne seront pas gênés de le faire. Ils vont le faire parce qu'ils le font fièrement, puis avec amour pour leur culture et pour leur langue. Alors leur l'identité propre va continuer, je pense bien. Joanne, où peut-on trouver la Société francophone de Maillardville? Est-ce que tu peux nous dire le site Internet? On veut avoir vos coordonnées. Alors nous, évidemment, si on veut regarder sur le site Internet pour tout trouver, c'est le www.maillardville.com. Et puis, si on est intéressé d'avoir plus d'informations sur le Festival du Bois, on peut le trouver à cette adresse-là. Mais aussi, Festival du Bois a une adresse courriel à lui-même, c'est www.festivaldubois.ca. Et on peut nous trouver, bien sûr, sur la rue Brunette à Maillardville. La rue Brunette étant la plus grande rue de Maillardville, près de Lougheed. Alors, on peut nous trouver là. Puis venez nous voir, on est toujours content d'avoir de nouvelles personnes qui viennent pour avoir un peu plus d'informations sur la francophonie. Et si ce n'est pas de la francophonie, juste venir nous rendre visite, ça nous fait plaisir de vous accueillir.
Donc, venez dire bonjour à la Société francophone de Maillardville. Un grand merci de ma part, Geneviève Carl-Lefebvre, de la part de la Tri-Cities Community Television et de la Société francophone de Maillardville. Merci de vous être joints à nous.